Quand je suis appelé à rentrer en demi-finale, le match est plié. Je rentre à la place de Bruno Bellone. On a loupé le coche. On a fait un match exceptionnel contre le Brésil. On s'est vu beau. On a cru que l'Allemagne, on allait les manger. Et puis, il s'avère que on est passé à côté du match complètement. On était trop confiants. Moi, cette rentrée, je l'attendais, bien entendu. T'essayes de donner le maximum. J'ai couru dans tous les sens. J'ai essayé de lutter sur le plan aérien. Mais bon, étant donné qu'on n'avait pas un jeu bien léché, pour se mettre en évidence dans une équipe qui est moribonde, c'est aussi compliqué. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des légendes. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième volet de notre série consacrée à Daniel Gzuerev. On va parler du PSG, de Montpellier avec évidemment cette magnifique victoire en Coupe de France, de l'Olympique de Marseille et aussi de l'équipe de France avec notamment la Coupe du Monde 86 dont Daniel, Monsieur Gzu, joua la demi-finale contre la RFA. C'est parti. Alors ce qui est incroyable justement par rapport à ce que tu dis, c'est que la finale, c'est le 11 août, le 17 août, donc 6 jours plus tard, moins d'une semaine plus tard, c'est le premier match de championnat, Lens contre Rouen. Alors, tu le joues quand même. Alors, donc, t'as quand même pas eu de vacances, t'as pas eu de trêve. Tu joues le match et tu marques. Tu marques le seul but du match à ton pote Michel Bensoussan, qui était le deuxième gardien de l'équipe de France olympique. Tu te souviens un petit peu de tout ça ? Ouais, je me rappelle, un but de la tête. Il me semble que c'est un but de la tête. Ouais, je me rappelle bien. J'avais pas fait un grand match. J'ai le souvenir de pas avoir fait un grand match, mais d'avoir marqué ce but qui nous fait battre Rouen. Voilà, c'est vrai. Et t'as chambré ton pote ou pas ? T'as chambré un peu ton pote ou non ? Je chambrerai jamais personne. Jamais. D'accord. Je suis pas un chambreur. Et alors, début de saison 84, t'es vraiment sur la lancée de ton été. Tu marques 5 buts sur les 9 premiers matchs. Ça se calme un petit peu après pour le reste de la saison. Je crois que tu joues quasiment tous les matchs de cette saison. Donc, tu fais une saison super pleine. Et pourtant, t'es peut-être sélectionné. Je sais pas, j'ai pas ça dans mes recherches. Mais en tout cas, tu joues toujours pas en équipe de France. Est-ce que ça te décourage à ce moment-là ? En équipe de France A, pardon. Ouais, effectivement, c'est ce que je vous avais dit en début d'interview. La saison 82 était bien plus riche que la saison 81, mais j'ai moins de retombées. Pourquoi ? Parce que le niveau international est très haut. Il y a beaucoup de joueurs qui postulent, il y a beaucoup de joueurs qui marquent de buts, il y a beaucoup de concurrence et effectivement, je passe à côté de la sélection. J'étais proche, J'ai pris un coup de massue derrière la tête quand j'ai pas été appelé dans la liste des 22. Ça m'a fait mal, mais je me suis dit c'est comme ça, c'est terrible, mais il faut travailler, il faut se remettre au boulot, essayer de progresser, parce que si on ne t'a pas pris, c'est que tu devais pas convenir. Voilà, moi je pars du principe que le sélectionneur est juste et que s'il m'a pas pris, c'est qu'il voyait un autre joueur qui avait plus de qualité ou qui était plus complémentaire des coéquipiers. Quand tu vois que c'est Henri Michel qui devient justement le sélectionneur des A, est-ce que là, tu te dis pas « Ah tiens, ça va bien se passer pour moi maintenant » ? Bien entendu, comme tous les autres champions olympiques. D'ailleurs, eux sont ceux qui ont eu leur chance aussi. Après, je pense à François Brisson, je pense à Didier Sénat. Il y a eu beaucoup de sélectionnés pendant la période Henri Michel, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils nous connaissaient parfaitement bien. Quand tu passes 2 ans avec des joueurs, un groupe, forcément, tu sais sur qui tu peux compter, sur qui tu peux pas compter. Donc, oui. Moi, j'étais confiant et d'ailleurs, il m'a appelé plusieurs fois et c'était compliqué pour lui parce que il n'avait pas les résultats escomptés. Ça a été une année pour lui jusqu'en 86. Ça a été facile puisqu'il a vécu tous les éléments de 84, tous les joueurs de 84 qui ont prolongé jusqu'en 86. Mais après la Coupe du Monde, ça a été horrible pour lui. Ça a été horrible. Ça a été beaucoup de joueurs d'internationaux ont abandonné. Forcément, quand c'est les têtes pensantes de l'équipe, tu t'affaiblis, bien entendu. Beaucoup de joueurs, il y a eu un tourne vers énorme à cette période-là. Et forcément,
Ça a nuit à la qualité du jeu jusqu'à son licenciement. Et malheureusement, j'étais là pour son dernier match quand on joue à Chypre. Oui. C'est toi qui marques? C'est moi qui marque. Le président Fournier Fayard nous engueule quand on monte dans le bus après le match. Il nous passe un peu un savon. Et par la même occasion, il renouvelle toute la confiance à Henri Michel. Et 3 jours après, dans l'équipe, on apprend qu'il est licencié. Quand un président te dit qu'il a toute la confiance, ça sent. Ouais, on a eu Gérald Passy dans le podcast pour lequel France-Chypre, c'est sa dernière sélection justement. Et il nous expliquait qu'il y avait une ambiance vraiment bizarre lors des jours qui précédaient le match, qu'il y avait, alors je sais plus si c'est des joueurs de l'équipe ou des journalistes qui lui disent qu'Henri Michel est déjà condamné alors que le match ne s'est même pas encore joué. Il y a un peu des complots dans les couloirs, on va dire, puisque Henri Michel est un peu condamné d'avance, quoi qu'il arrive. Le Variété Club qui pousse pour que Platini reprenne l'équipe. Platini qui a pris sa retraite un an auparavant. Et on a aussi eu des échos comme quoi Henri Michel, du coup, était assez fébrile. On sent qu'il a moins la main mise sur son groupe. Est-ce que tu ressens tout ça, toutes ces incertitudes, toi, quand tu joues à ce moment-là? Oui, effectivement, on sent à travers les médias qu'il est montré du doigt, qu'il n'est pas, si vous voulez, dans les meilleures dispositions. Et voilà, il n'est pas dans les meilleures dispositions parce qu'on lui met la pression. Et alors que Chypre, logiquement, c'est une équipe facilement à battre. Voilà. Mais tout cet entourage négatif fait que on se plante, on se plante. C'est pas le sélectionneur qui s'est planté, c'est nous les joueurs parce que on sent cette atmosphère un peu fébrile et on n'a pas les facultés de montrer autre chose. Et malheureusement, il signe son arrêt de mort. Voilà, c'était prévu, comme vous dites, depuis quelque temps. Platini devait prendre la relève et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Mais bon, ça n'a pas dû être joyeux pour lui parce que on n'était pas éliminé. Exactement, ouais. Exactement. La France n'était pas du tout éliminée malgré le match nul. Non, on l'a été quand Platini a repris l'équipe parce que ça n'a pas été mieux. Le séjour de Platoche, malheureusement, en équipe de France, n'a pas été glorieux non plus. Il n'y a pas eu de qualification. Et pourtant, il y avait une génération qui arrivait, qui était pas mal. Mais bon, ça s'est mal goupillé. Voilà, on dira. Ouais, c'est un peu nous l'impression qu'on a. Moi, je me souviens que à cette époque-là, j'ai 10-12 ans. Je me souviens, dans mon imaginaire, l'équipe de France ne peut être qu'exceptionnelle parce qu'on connaît 82 demi-finalistes, 84 vainqueurs de l'Euro, 86 demi-finalistes aussi. Conceptuellement, dans mon crâne de jeune adolescent, j'arrive pas à m'imaginer que l'équipe de France va pas rester l'équipe dominatrice que j'ai connue depuis que j'ai 6-7 ans, quoi. Et c'est vrai que maintenant, avec le recul, on voit vraiment une génération qui a été un peu sacrifiée, quoi. Une génération des Farjon, des Daniel Bravo, Gérald Passy, Gérald Passy qui était vraiment un magnifique meneur de jeu qui s'est un peu fait avoir dans cette période. Ouais, il y a eu 2 périodes délicates, c'est l'après 86 et après il y a eu le 90 aussi, avec Gérard Houllier, avec une génération magnifique, mais pas de qualification. Donc les Cantona, les Papin, les Sauzet, tout ça, ils ont traversé, ouais. Ils ont traversé cette période, c'est 90 et 94, ça a été compliqué pour eux. Malheureusement, après, t'as passé l'âge et heureusement qu'il y a eu 98. Voilà. Ouais, avec 96 qui donne un peu d'espoir avec cette demi-finale aussi, le championnat d'Europe, et après 98 comme la consécration. Donc oui, non, mais t'as raison. Oui. Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu de 86 à 96, 10 ans d'apnée en fait de football français. 10 années. C'est exactement ça. Bon, il y avait peut-être un problème aussi au niveau de la présidence de la fédération. Il y a des choix qui ont été faits. C'est compliqué de trouver ce qui n'a pas été, parce que la France, elle a toujours produit de bons joueurs de football. Après, c'est l'accompagnement qui fait que les joueurs franchissent un palier ou pas. Mais ça a été terrible de voir cette équipe se morfondre de pas se qualifier pendant 10 ans. C'était regrettable. Avant de parler de clôturer sur cette période noire du foot français, enfin période noire, en tout cas période un peu grise, négative, on va dire, voilà, plus grise.
Ouais. Tu joues cette demi-finale de Coupe du Monde 86 et alors paradoxalement, tu joues pas une minute de tout le tournoi et t'es un peu jeté dans le grand bain dans les dernières minutes, un peu désespéré de cette finale. Alors comment tu vis cette compétition? Toi, tu le disais toi-même, c'est un peu la fin des carrières des Gires, des Tigana, des Platini. Quel est l'état d'esprit autour de cette équipe? Et ensuite, comment tu te prépares pour un match alors que tu n'as pas joué une minute lors du reste de la compétition? C'est compliqué. C'est compliqué pour nous parce que on s'entraîne pas comme les autres. On se sent un peu mis de côté. On nous surnomme les coiffeurs puisque c'était Bon, il y a quand même des joueurs de grande qualité qui ne jouent pas, les Papins, il y a moi, il y a Ferreri, il y a Durand, non, je sais pas, peut-être pas Durand. D'ailleurs, il y a Stopira, mais qui joue. Ah, mais Stopira, il joue, Stopira, il joue. Non, il prend un peu la place de Papin, ouais, exact. Ouais, il y a Rocheteau qui est pas en grande forme. Il y a Philibert Ruiz, il y a Genghini, on est quelques-uns. On sait que on n'attaquera jamais un match, mais par contre, on peut rentrer à tout moment. On sait pas avant le match, que ce soit avant l'Allemagne, que ce soit contre les Italiens, on sait pas qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. C'est bien là tout le problème, parce que on savait que Platini est blessé au tendon d'Achille, Stopira qui s'impose dans la ligne d'attaque, il y a Rocheteau qui fait une bonne Coupe du Monde aussi, donc il y a quand même des joueurs clés, il y a Bruno Bellone qui rentre ou qui est titulaire, donc ça laisse peu de place pour les autres. Et donc moi, quand je suis appelé à rentrer en demi-finale, le match il est plié. Le match il est plié. Je pense que je rentre à la place de Bruno Bellone. On a loupé le coche. On a fait un match exceptionnel contre le Brésil. On s'est vu beau. On a cru que l'Allemagne on allait les manger. Et puis il s'avère que on est passé à côté du match complètement. On était trop confiants. Je pense qu'on était trop confiants contre l'Allemagne. Et puis, moi, cette rentrée, je l'attendais, bien entendu. T'essayes de donner le maximum. J'ai couru dans tous les sens. J'ai essayé de lutter sur le plan aérien. Mais bon, étant donné qu'on n'avait pas un jeu bien léché pour se mettre en évidence dans une équipe qui est moribonde, c'est aussi compliqué, quoi. Voilà. Ouais, on a eu pas mal d'anciens de cette équipe 86. Qui nous disait que l'équipe était un peu cramée physiquement après la longue demi-finale contre le Brésil. Et aussi peut-être que psychologiquement, comme tu disais, il y avait peut-être trop de confiance après ce match qui était qualifié, ce quart de finale, qui était qualifié de finale avant la lettre. Et que du coup, la grosse revanche n'a pas vraiment eu lieu. C'est vrai que moi, je me souviens d'un match où il n'y a pas vraiment de révolte. En tout cas, on voit pas, on sent pas de révolte de la part des Bleus. Peut-être que Michel a eu peur de remplacer des joueurs qui étaient vraiment Henri Michel. Henri Michel, un peu. Il y avait beaucoup de joueurs de cramés. Comme tu as dit, beaucoup de joueurs étaient cramés. Il a fait confiance parce que quand tu sors d'un match contre le Brésil, qui est certainement un des plus beaux matchs d'équipe de France, tu penses que tu peux renouveler ça malgré des joueurs cramés, quoi. Eh ben non. Il faut croire que on n'a pas eu le temps nécessaire pour récupérer et se refaire une santé. Et puis certainement que le jeu aussi des Allemands nous convient moins bien que celui des Brésiliens. Ça aussi, il faut le dire, parce que tactiquement, l'Allemagne, c'était du costaud. Hein. Ça défendait bien, ça jaillissait bien. Ils l'ont montré, ils nous l'ont prouvé. Hein. On a toujours eu des soucis par rapport à cette équipe allemande et je crois qu'on en aura toujours encore. Jusqu'à cette demi-finale de l'Euro en 2016, c'était vraiment la bête noire des Français. Ouais. Non, mais ils ont un jeu particulier. particulier. Ils ont toujours eu d'excellents défenseurs, les Allemands. Rugueux. Il suffit que tu sois un peu moins bien physiquement contre eux, ils prennent vite le dessus et puis ils prennent confiance. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais, c'est ce que nous disait Yannick Stopira. Il disait justement que le tout premier contact qu'il a avec un défenseur allemand, alors je sais pas si c'est Roubesch, je pense pas que c'est Roubesch, mais en tout cas le premier contact qu'il a avec un défenseur, il se fait tout de suite sécher
et que ça annonce tout de suite la couleur et qui comprend déjà que, je dirais pas qu'il comprend déjà que le match est perdu, mais que voilà, qu'il va y avoir un défi physique et que peut-être que les Bleus sont pas en mesure d'y répondre. Je me rappelle même plus si on a des occasions franches pour ce match. Oui, il y a quelques occasions, ouais, mais c'est les défenseurs plutôt. Il y a une grosse occasion de Bossis. Ah ouais. Ah ouais, j'ai pas revu ce match, donc je sais pas. J'ai pas de souvenirs. Autant le Brésil, j'ai beaucoup de souvenirs. Autant l'Allemagne, j'ai tellement cruel ce match que je veux même pas le revoir. C'est des images, c'est flou. C'est flou dans ma tête. J'ai pas de souvenir de ce match. Même de ma rentrée, j'ai pas. Bruno Belon dit qu'il l'a vu il y a pas très longtemps. Et en fait, il l'a vu il y a pas très longtemps et il dit on n'était pas si nuls. En fin de compte, moi j'avais quand même un souvenir. Je lui ai pas dit quand même, j'étais pas courageux en lui disant je trouvais quand même que ça manquait d'intensité quand même de la part des Français. Mais Bruno disait j'étais pas si nul, ça allait. Donc faut peut-être le revoir, Daniel. Oui. J'ai pas de souvenir de ce match. Sincèrement, j'ai aucun souvenir. Pourtant, c'est le seul match où j'ai participé et j'ai pas je vois pas d'action phare de ce match. Si ce n'est quelques arrêts de Joël Batz. Quelques arrêts de Joël, ça oui, mais après, c'est le néant. Et tu as le temps de réaliser que tu vas jouer, quand tu rentres, que tu vas jouer une demi-finale de Coupe du Monde. Tu as le temps de savourer ou c'est tellement intense, c'est tellement stressant parce que tu dois rentrer, mettre de l'impact alors que l'équipe est pas très très bien. Tu savoures quand même ou j'ai l'impression que c'est vraiment pas c'est un souvenir plutôt douloureux en fait. Ouais, c'est un souvenir douloureux. Tu savoures par la suite. Par la suite, tu te dis quand tu fais le bilan de ta carrière, tu te dis j'ai quand même fait une demi-finale de Coupe du Monde. Voilà, c'est pas donné à tout le monde. Il y a beaucoup de professionnels qui n'ont jamais été internationaux. Donc c'est bien d'avoir participé à une demi-finale de Coupe du Monde. Je me le répète. Mais tu l'as jamais regardé? J'ai jamais regardé. C'est pas mon meilleur souvenir. Ouais. C'est comme ça. Et tu es du genre à regarder les anciens matchs ou tes clips sur YouTube, tu regardes, tu vois un petit peu, parce que Giresse nous disait qu'il avait fait ça pendant la pandémie, qu'il se disait que finalement il était meilleur que ce dont il se souvenait. J'ai revu un peu quelques images de la demi-finale des Jeux Olympiques et de la finale, mais non, je regarde jamais mes anciens matchs. Voilà. Des fois, tu tombes sur une vidéo ou on t'envoie une vidéo pour un but, un truc comme ça, mais non, je suis pas nostalgique à ce point pour regarder mes anciens matchs. D'accord. Donc, fin de la Coupe du Monde, c'est un peu la fin de ton expérience avec Lens. Là, tu décides de partir au PSG. Est-ce que tu as un agent à ce moment-là qui négocie ton contrat ou c'est toujours ta famille qui est un peu impliquée là-dedans? Quand j'arrive à Lens, j'ai un agent qui s'appelle Jeannot Vert, qui est alsacien, qui a beaucoup donc sérieux, donc brillant. Sérieux, mais quand même un peu léger quand même sur la finance, quoi. Je sais pas. Non, c'est parce que Michel est alsacien, c'est pour ça que je dis ça, c'est juste ma blague. Ça n'a rien à voir avec ton agent. Oui, la blague habituelle sur le manque de fiabilité des Alsaciens, tu vois, mais ça n'a rien à voir avec ton agent. Désolé, Daniel. C'était un bon agent, il m'a bien accompagné le restant de ma carrière. Et donc, j'ai eu cette opportunité d'aller à Paris. Bon, j'avais l'opportunité d'aller jouer un peu partout à cette époque-là. J'ai choisi Paris parce que c'était un tremplin. C'était une équipe qui venait de finir championne de France. Et voilà, il y avait des grands joueurs et voilà, c'était le parcours normal pour moi, quoi, de monter en grade. Et voilà, Paris, ça a été une opportunité. Je l'ai saisie. Bon, je suis arrivé dans un groupe où il y avait énormément de joueurs professionnels. On était 25, 28, je crois. Et à l'époque, Borelli c'était un président qui voulait un gros effectif. Et c'est vrai que ça n'a pas été la meilleure des solutions puisque on avait énormément de concurrence. Chaque poste était concurrencé énormément, voire 2, 3 joueurs pour le même poste. Ça n'a pas été une saison brillante puisque c'était Gérard Houllier, donc l'entraîneur, et la mayonnaise n'a jamais prise et on s'est retrouvé mal classé. Je crois qu'on était 13 ou 14e. C'était en 86, c'était une saison difficile. Bon, on la termine tranquillement, sans Coupe de France, on n'avait pas brillé non plus. Et on attaque la deuxième saison avec encore Gérard Houllier en 87.
Et là, je me blesse. C'est grave. Tu rates la moitié de la saison. Ouais. Je fais les 5 derniers matchs. Je peux faire les 5 derniers matchs de la saison 87-88, je crois. Ouais, 87-88. Tu sauves l'équipe. Il paraît, on me l'a rappelé il y a pas longtemps. C'est Guy Adam qui me l'a rappelé. Bon, je marque un but pratiquement à chaque match et je marque 5 buts et on se sauve parce qu'on était mal barrés. Hein. Et là, bien sûr, il y a l'éviction de Gérard Houllier, il y a Éric Mombert qui reprend un peu l'équipe, qui se refait revirer. Enfin bref, c'était un bordel à Paris et en 88 arrive Tomislav Ivic, avec une équipe qui a failli descendre l'année précédente. On mène le bal en championnat pendant 8 mois. Ouais, vous avez 10 points d'avance, je crois, à un moment, hein, sur le deuxième. Bien sûr, on a 10 points d'avance sur Marseille, je pense que c'était Marseille. Et donc, voilà, avec un effectif réduit, avec beaucoup de joueurs qui sont partis à l'intersaison. Mais bon, finalement, on fait une saison pleine avec un entraîneur nouveau qui nous inculque une nouvelle tactique. C'est vrai que c'était plutôt à vocation défensive. On n'avait peut-être pas beaucoup la possession de la balle, mais c'était une transition rapide, à base de transition rapide. Et chacun trouve sa place et on fait une saison brillante puisqu'on finit second à 2 points de Marseille. Et c'est ta plus belle saison, je pense. Hein. Enfin, en tout cas, en termes statistiques, tu marques 15 buts. Tu marques régulièrement dans une équipe, tu disais toi-même, qui est quand même assez défensive. Tu t'adaptes bien, en tout cas, lors de cette 3e saison. Hein. Ben, c'est la saison où je commence à jouer avant-centre. Alors que je jouais toujours sur le côté droit, c'est la saison où je commence à jouer au poste d'attaquant de pointe. Quand je dis avant-centre, c'est attaquant de pointe. J'ai des joueurs comme Gabriel Calderon et comme Pérez et comme Safet Suzik ils te mettent sur orbite. Hein, et bon, ben c'est vrai que j'ai une condition physique cette année-là assez exceptionnelle. Je marque 16 ou 17 buts sans tirer les pénaltys. Et donc, voilà, c'était nouveau pour moi parce que j'étais un joueur qui marquait une dizaine de buts par saison jusqu'à présent. Et là, bon, le fait d'occuper un poste plus axial, ça va m'amener à conclure les actions et donc de briller un peu plus, quoi. Donc voilà, c'est une saison mémorable pour moi, mais épuisante aussi parce que je courais beaucoup de kilomètres. C'était usant. Par contre, j'étais en pleine forme. Voilà, j'ai réussi à rebondir suite à mes nombreuses opérations du genou. J'ai réussi à bien remonter et d'ailleurs, je retrouve la sélection. Tu reviens bleu. Je reviens bleu un petit peu. Et voilà, quoi. C'était sympa, avec une ambiance formidable, avec notre président Borrelli. C'était un club familial à l'époque, Paris Saint-Germain. Très familial, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et j'ai passé vraiment des bons moments à Paris. Avec beaucoup de copains. C'était agréable. Très agréable. Une saison avec des grands joueurs, avec des joueurs de top niveau. Comme Safet, comme Pérez, comme Gabriel Calderon, des joueurs comme Polagnoc, Jean-François Charbonnier. Les 2 joueurs que je viens de citer sont décédés, hélas, malheureusement. Mais vraiment grosse qualité, quoi. Voilà, on se régalait. Techniquement, c'était du haut niveau. Du haut niveau. Bien sûr, avec un gardien comme Joël Batz, on prenait pas beaucoup de buts. Les Michel Bibard, les Philippe Janol. J'ai retrouvé mes collègues olympiques. Donc, les Olympiens, ouais. Voilà, les Olympiens. Et bizarrement, tu pars à la fin de cette saison. Est-ce que c'est parce que tu veux retrouver Aimé Jacquet? Est-ce que c'est parce que tu dis que fait le tour t'as fait le tour de Paris? Qu'est-ce qui te... J'ai fait le tour de Paris. J'arrive en fin de contrat. J'ai une proposition de Paris pour rester, mais j'ai vu dans la presse qu'ils ont contacté les Vujovic. Donc, Vujovic. Donc, je sens que, voilà, il faut pas que je reste. J'amorce la descente, je me rapproche de chez moi, dans le sud. J'ai cette opportunité d'aller à Montpellier, qui rentre en contact avec moi par l'intermédiaire de Nicolas et qui me propose un contrat de 2 ans.
intéressant, beaucoup plus intéressant que celui de Paris Saint-Germain. Vu les joueurs qu'il y avait à l'époque à Montpellier, puisqu'il y avait quand même les Laurent Blanc, Julio César, très belle équipe, ouais. Vincent Guérin, rien. Je signe. Et il y a Stéphane Paille qui signe aussi d'ailleurs. Ouais, mais ça c'est après. Donc c'est là où il y a eu un problème. Donc je vous explique, et donc je signe là-bas sous l'air Aimé Jacquet, il me veut à tout prix, donc j'arrive là-bas, la saison va commencer et il y a là une bombe qui éclate au sein du groupe. Nicolin, au dernier moment, achète Cantona et Paille pour reconstituer le duo. Les espoirs, ouais. 88. Et donc là, c'est plus la même chanson pour moi parce que je vois pas où j'allais jouer, puisque je venais de faire une saison pleine, comme vous dites, et mon poste, je l'avais trouvé. Je voulais rester à la pointe de l'attaque, donc ça remet tout en cause. Donc je vais voir Loulou Nicolin. Je lui dis, c'est bien beau, mais c'était pas prévu que Paille et Cantona arrivent. Je voudrais reprendre ma liberté. Bien sûr, il veut pas parce que il estime que c'est une année où il faut briguer une place européenne, qu'il faut faire taper un grand coup, qu'on aura besoin d'un effectif important. Et donc, j'arrive à me faire convaincre. Mais bon, malheureusement, ma façon de réfléchir était la bonne. Je savais que Aimé Jacquet allait être dans la merde pour constituer une équipe. C'est chose qui s'est produite puisqu'au bout de 5-6 matchs, on se retrouve dernier du classement à Montpellier en prenant que des bitures, que des 4-0, 3, on marque pas un but. Enfin, c'est l'horreur. Donc Aimé, il est dans la merde parce que bon, c'est lui qui m'a fait venir. Il veut toujours me faire jouer, mais il faut faire jouer aussi Paille Cantona, il faut faire jouer Valderrama. Donc compliqué pour lui et bon, il se passe ce qui devait se passer à la trêve hivernale. Il se fait remercier, Aimé, parce que bon, il n'arrive pas à trouver la bonne formule et c'est Michel Mézy qui reprend le flambeau. Donc Michel Mézy arrive avec des idées nouvelles. Donc déjà il y a Paille qui quitte le club, qui est transféré je ne sais pas où, en Espagne. Et donc, il remodule un peu son équipe en faisant un genre de 4-4-2 avec Cantona en pointe, moi à côté de lui. Et sur un côté, il y a Kader Ferraoui, il y a Valderrama derrière, il y a Laurent Blanc qui repositionne en poste de libéraux avec Julio César. Enfin, il remodule un peu l'équipe et la mayonnaise le commence à prendre. Mais on avait tellement de retard que on finira cette année-là septième, je crois, ou huitième, et on gagne la Coupe de France. Voilà, on sauve les meubles en gagnant la Coupe de France en 91, heureusement, parce que c'est ce que visait Loulou Nicolin. Il avait dit qu'il formait une équipe pour être européen l'année qui suivait. Donc, on remplit quand même les objectifs par la voie de la Coupe de France, mais on peut pas dire que au sein de l'équipe, il règne une entente cordiale. Voilà. D'accord. Compliqué. Ouais, alors j'allais te demander justement, il y a quand même beaucoup de grosses personnalités dans cette équipe. Cantona qui, alors soit on l'adore, soit on l'aime moins. On a un peu eu des avis divergents sur le podcast. Tu dis qu'il y a une entente cordiale. Est-ce que ça reste professionnel ou est-ce qu'il y a vraiment des inimitiés ouvertes au sein du vestiaire? Au sein du vestiaire, c'est juste avant l'éviction d'Aimé Jacquet, quoi. Voilà, qu'il y a des soucis parce que bon, Aimé Jacquet, il est en porte-à-faux. Il a le président Nicolin qui lui a imposé Paille et Cantona. Et il faut les faire jouer. Mais pour trouver un équilibre dans l'équipe, tu peux pas jouer qu'avec des attaquants. Forcément, à un moment donné, ça crée des déséquilibres. Puis les gens après ils parlent dans le vestiaire. Voilà, lui il marche, il défend pas. Voilà, c'est des petites phrases comme ça de la part des défenseurs. Et pareil, les attaquants qui se plaignent que l'apport des défenseurs est nul. Voilà, ça crée des soucis au niveau de l'effectif, quoi. Et ça parle. Et bien entendu, Aimé Jacquet, à un moment donné, il veut écarter Cantona, mais c'est compliqué d'écarter Cantona parce que c'est une forte personnalité, comme tu l'as dit, et que la complémentarité pour Aimé Jacquet, c'est de faire sans Cantona. Voilà. Et il a du mal à lui dire, à le lever de l'équipe. Et donc, c'est à ce point que ça crée du désordre.
Donc, Cantona, à un moment donné, il pète les plombs. Il pète les plombs parce qu'un jour, on joue à Lille, on en prend 3 dans la musette, et c'est vrai qu'on a plein d'occasions de but et qu'on les met pas au fond. Et il y a un joueur, malheureusement, qui parle dans le vestiaire. Alors, c'est pas Jean-Claude Mou, justement, c'est un autre joueur, je sais plus qui. En regagnant les vestiaires, il y en a un qui dit, avec toutes les occasions qu'on a eues, on aurait dû revenir avec un match nul ou quelque chose. Canto, il le prend pour lui. Et il croit que c'est Jean-Claude Le donc éclate une bagarre dans le vestiaire. Et bien sûr, Jean-Claude, il est surpris parce que c'est pas lui qui a dit ces paroles. Et donc, sur ce moment-là, il y a le président qui rentre dans le vestiaire et bien entendu, qui dit Cantona, t'es viré. Voilà. Il dit Cantona, t'es viré. Voilà, tout simplement. Et donc, bien sûr, il y a un blanc qui s'installe pendant 5 minutes. Personne va prendre la douche et Canto il va prendre la douche et personne va avec lui dans la douche et quand il ressort de la douche, tout le monde est assis autour du vestiaire et il dit Président, vous vous trompez de cible. Voilà, juste ces quelques mots. Président, vous vous trompez de cible. Puis s'écoule après une quinzaine de jours. Bien entendu, entre-temps, Aimé Jacquet est remercié. Arrive Michel Mézy. Michel Mézy, il crée un autre état d'esprit. Voilà, il arrive à créer un autre état d'esprit en faisant des réunions, en impliquant tout le monde, en disant que notre seule façon de progresser cette saison et d'arriver à quelque chose, c'est d'aller loin en Coupe de France. Donc il nous met ce défi sur la table et bien sûr avec toutes les conditions qui vont avec. Et la mayonnaise, elle le prend. La relation s'installe de mieux en mieux et on arrive à se qualifier jusqu'à la finale. Comme ça, on remonte au championnat. L'équipe, elle est beaucoup plus équilibrée. Il fait pas mal de changements tactiques au sein de l'équipe. Il repositionne donc, comme je vous ai dit, Laurent Blanc en libéraux. C'est là où il a éclaté, Laurent Blanc, en libéraux. Donc voilà, et l'équipe, elle ressemble à quelque chose et les résultats vont avec. Et on finit la saison plus qu'honorablement puisqu'on gagne la Coupe de France. Et bien entendu, l'année qui suit, on est européen. C'est ce que voulait Loulou Nicolin. Mais ça a été une saison terrible pour les joueurs et pour l'entraîneur. Mais bon, on a réussi à avoir quand même le résultat escompté. Voilà. Et alors, est-ce que tu penses que, d'abord toi qui es très proche d'Henri Michel, quand tu sais que tu vas partager le vestiaire avec Cantona, qui avait été odieux avec Henri Michel, tu as des a priori négatifs ou tu arrives à rester professionnel? Moi, j'essaye de faire la part des choses. C'est vrai que j'ai été surpris de la relation Cantona avec Henri Michel, les propos qui ont été prononcés. Bon, après, je sais qu'ils se sont vus, qu'ils se sont expliqués, ils ont mis les choses dans l'ordre. Mais c'est vrai que bon, moi, tous les joueurs avec qui j'ai joué en tant qu'attaquant, j'ai toujours lié une complicité, une amitié. Ça me permettait d'être meilleur, je pense, sur le terrain, d'être complice avec mon partenaire de devant. C'est vrai qu'avec Canto, je peux pas dire que ça a été la même chose. On n'a pas eu de complicité, qu'elle soit technique ou physique. On n'était pas des amis intimes, on était des relations simplement. Je respecte tout à fait sa carrière, bien entendu, puisqu'il a brillé en Angleterre. Et ce qu'il a fait, c'est immense, hein, mais il y a toujours ce mais. En France, que ce soit à Marseille ou à Montpellier, on peut pas dire qu'il ait fait des grandes saisons. Voilà. Il n'a pas fait des grandes saisons et derrière lui, il n'a pas tiré tout le monde vers le haut. Ou même en équipe de France. Bon, en équipe de France, je sais pas, je me rappelle même plus en équipe de France puisque j'ai pas joué moi en équipe de France avec lui. J'ai pas le souvenir de ces matchs en équipe de France. Voilà, j'ai pas le souvenir de Canto en équipe de France. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une génération qui est passée à côté. Il en fait partie. Sur le plan international, ça a été le néant pour ces joueurs. C'est dommage parce qu'ils avaient de la qualité. Ils auraient pu faire de grandes choses. Mais bon, comme je vous dis, la mayonnaise, elle a pas pris. Et ils en sont restés là. Voilà. Avec tout le respect. Et alors, justement, par rapport à Jacquet, qui est un peu ton entraîneur fil rouge dans ta carrière, c'est un entraîneur, je pense, que tu as beaucoup admiré, avec lequel tu as beaucoup appris.
Jacquet, c'est l'entraîneur qui met fin à la carrière de Cantona, justement, alors qu'il est encore très bon à Manchester. C'est lui qui décide de pas le sélectionner pour l'Euro 96. Est-ce que tu penses que c'est lié à cette mauvaise expérience à Montpellier, ou est-ce que tu penses que c'est vraiment uniquement parce que ce qui a été dit après, c'était que voilà, il voulait pas le prendre parce que ses performances étaient peut-être pas extraordinaires, mais aussi surtout pour la notion de groupe, qui pensait que c'était peut-être pas la meilleure personne à avoir dans le groupe. Est-ce que tu penses que c'est lié justement à cette saison ou ce début de saison à Montpellier qui s'est pas super bien passé? C'est possible, c'est possible. J'en sais rien, il faudrait lui poser la question. Mais quand on se prive d'un joueur comme Cantona, quand on sait la carrière qu'il a fait après, et on se prive quand même d'un phénomène. Parce que c'était un grand joueur. Alors la mentalité, peut-être qu'il avait du mal, Eric, à se confondre dans un groupe, voilà, et que il lui semblait bon pour l'entraîneur parce que c'est vrai que quand on fait des choix par rapport aux autres aussi. On ne veut pas avoir des joueurs qui te mettent le bordel. Alors peut-être qu'il avait une mauvaise impression de Canton. Il est resté sur une mauvaise impression, certainement. Et certainement que ça lui a fait pencher pour ne pas le prendre. Mais quand on sait derrière la carrière qu'il a fait, on peut dire aussi peut-être qu'il aurait dû le prendre, Aimé Jacquet. La personnalité de Canto, elle est pas facile à percevoir. Elle est pas facile et peut-être qu'il n'a pas gratté assez loin pour comprendre ce qu'il voulait, Canto. Peut-être, j'en sais rien. Comme beaucoup d'autres, mais on est tous ravis de voir ce qu'il a fait en Angleterre et même ébahis, parce que c'est vrai que en France, même si ça a été un bon joueur, il a jamais explosé comme il a explosé en Angleterre. Voilà, ça c'est sûr. Alors, je sais qu'on a pris beaucoup de ton temps, donc on va essayer d'être le plus rapide possible. Je te remercie déjà de tout le temps que tu nous as accordé. Montpellier, la deuxième saison, donc vous remportez la Coupe de France. Deuxième saison, vous faites une très très belle... Un très bon début de championnat. Une deuxième partie un peu moins bonne, mais un très bon début. Et puis vous faites surtout une belle campagne en Coupe d'Europe, des vainqueurs de coupe. Ouais. Vous êtes éliminé par Manchester United, où vraiment le match aller un peu scandaleux avec Mark Hughes qui fait son cinéma, vraiment pour le coup. C'est peut-être lui qui a passé du temps à Hollywood, qui fait semblant d'être poussé par Pascal Baez, qui reçoit un carton rouge. Tu te souviens un petit peu de cette campagne? Je me rappelle surtout d'avoir manqué un but à Manchester United. J'arrive pratiquement, c'est un face-à-face avec le gardien de loin, je pars de loin. Bon, il intercepte, il plonge, ou je me rappelle plus si je tire à côté ou s'il arrête. Alors, le gardien te plonge dans les jambes, tu arrives quand même à glisser le ballon et qui va doucement vers le but et je sais plus quel est le défenseur de Manchester qui arrive à sauver sur sa ligne. Ben pour moi, c'est cette action qui me reste de ce match. C'est cette action où j'aurais pu ouvrir le score, et puisqu'on fait 0-0 là-bas, hein, c'est ça, hein. Exact, 0-0 là-bas, et puis malheureusement défaite 2-0 où là pour le coup Montpellier n'existe pas trop. Un but de 35 mètres, cher Claude Barabé prend un but de 35 mètres. Une arconada, ouais. Mais c'est vrai qu'on peut être fier de ce qu'on a fait, puisque on a fait quand même d'excellents matchs. On a quand même tenu la dragée haute à des gros clubs. Et puis c'était nouveau pour Montpellier. Mais on avait une équipe qui tenait la route. Mais qui avait pas d'expérience européenne. Voilà. On a beaucoup appris à travers ces 3 rencontres. On aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, on n'était peut-être pas prêts. Cette équipe anglaise était certainement plus forte que nous, avec beaucoup plus d'expérience. Mais ça reste un bon souvenir. Malgré tout. C'était une belle campagne. Vous éliminez quand même le PSV Eindhoven, qui n'était pas n'importe qui à cette époque-là. Vous éliminez le Steaua Bucarest et vous tenez à la dragée haute à Manchester United. Il y avait Romario à Eindhoven. Il y avait Romario. Oui. Ouais, exact. Ah non, vraiment une sacrée campagne. Ouais, c'était top. Franchement, c'est bien parce que à travers ces matchs-là, on franchit des paliers, quoi. Voilà. C'est en jouant contre des équipes de ce niveau qu'on peut aller plus loin les années qui suivent. Mais bon. Et alors justement, l'année suivante, tu décides de partir à Marseille. Ah ouais, là-bas, c'est une année un peu compliquée à Montpellier parce que j'ai mon genou qui me fait souffrir, beaucoup souffrir. J'ai des tendinites rotuliennes, les matchs rapprochés que nous jouons, tout ça me ruine la santé.
Et il y a Bernard Tapie qui m'appelle et qui me propose d'être le pendant de Jean-Pierre Papin. Voilà. D'accord. Et la saison va être longue. On aimerait bien que Jean-Pierre puisse souffler de temps en temps. Et est-ce que ça t'intéresse de venir à Marseille? Toi, tu étais en fin de contrat à ce moment-là. Tu avais signé un contrat de 2 ans, non? J'avais encore... non, j'avais signé 3 ans, hein, je pense. Ah, d'accord. J'avais signé 3 ans. Donc, il me restait encore une année de contrat et de trouver un arrangement parce que c'est l'année où Nicolas il a dit stop, ça me coûte trop cher et on est tous partis. Quoi. Ah bon? Ouais, il y a Laurent Blanc, il est parti, Julio César est parti, Valderrama il est parti, Cantona il est parti. En fait, il a minimisé la masse salariale au maximum parce que il fallait revenir à une masse salariale inférieure à ce qu'il avait. Donc moi, ils m'ont forcé la main pour partir quand même. D'accord. Ouais. Ah oui, parce qu'au Oui, départ, oui. c'était pas ton plan A à Marseille, c'était une idée. Non, c'était pas mon plan A. Je comptais finir mon contrat avec Montpellier. Mais quand Marseille est venu, j'ai dit c'est peut-être la solution. Tout le monde partait, Vincent Guérin partait. Enfin, tout était dépeuplé. Donc je me suis dit, bon, ben, je prends le wagon, je m'en vais aussi. Et j'ai eu cette opportunité de Marseille, j'en ai eu d'autres. Hein. Je pouvais aller à Bordeaux, je pouvais aller j'avais pas mal de propositions. Donc j'ai choisi celle-là parce que premièrement, je me rapprochais de chez moi, je finissais la boucle et j'étais heureux de porter les couleurs de Marseille, tout simplement, parce que ça faisait de nombreuses années que j'étais sollicité par Marseille et chaque fois je refusais. Et là, j'ai dit ok, je vais jouer le jeu. Et je suis arrivé à Marseille, il y avait un effectif de rêve. rocambolesque. Ah ouais, il faut voir. Je me suis régalé. C'est peut-être la saison où j'ai pris le plus de plaisir à l'entraînement, à côtoyer ce niveau de joueur, mais exceptionnel. C'était grandiose tous les jours, tous les matins, et d'une simplicité, des collègues, les Waddle, les Abedi Pelé, les Papin, Franck Sauzet, Moser, Amoro, Sangloma, Casoni, voilà. Jean-Philippe Durand, enfin incroyable effectif. Un régal au quotidien, vraiment une ambiance fantastique. Et le seul regret que je peux avoir, c'est cette non-qualification pour les quarts de finale. Là, quand on se fait éliminer en Coupe d'Europe par... Est-ce que c'est Benfica, cette année-là? Le Non, club tchèque, les Tchèques, oui. Prague. Ouais. Le Sparta de Prague, oui, exactement. On perd, alors qu'à domicile, un pêcheur Jean-Pierre Papin, il manque 2 pénaltys. On doit gagner 5 ou 6 buts d'écart. On perd là-bas 1-0 et on est éliminé. Franchement, c'est 3-2 à l'aller, ouais. Et ça a été ma plus grosse déception, mis à part celle qui a suivi, puisque malheureusement, on a vécu l'épreuve Floriani. J'étais là. Et je peux vous dire que ça aussi, c'est le plus mauvais souvenir de ma carrière. Voilà. Ce qu'on a vécu à Furiani, la demi-finale de Coupe de France, c'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu dans un stade pour moi. Et ça a été un cauchemar. Et je l'ai vécu pendant des mois et des mois. J'arrivais pas à oublier ce qui s'était passé à Furiani. Voir la bêtise humaine, jusque ça peut te mener avec cette double billetterie là qui a fait chavirer une tribune complète. L'horreur en direct, du sang, et ça m'a marqué, et ça me marque encore. Quand j'en parle, j'en ai des frissons. Bernard Casoni nous a raconté combien c'était horrible, que les joueurs étaient sur le terrain, il y avait rien qui était prévu. C'était que vous étiez au milieu d'une horrible tragédie et que l'aide ne venait pas. Enfin, que c'était catastrophique. Ouais, c'était quelque chose que on croyait c'était irréaliste. Franchement, une tribune qui tombe, comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ça se produise? Et surtout de voir ce sang, de voir tous ces gens crier, ameuter, qui arrivaient avec des brancards sur le terrain, les secours, comme vous dites, qui arrivent pas de suite. L'horreur.
l'horreur. J'ai vécu l'horreur et ça, quand je revois des collègues qu'on évoque ce match-là, mais c'est rigolo, quoi. C'est rigolo. C'est pas rigolo, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que ce match, il sentait la poudre. Il sentait la poudre, voilà. S'il n'y avait pas eu ça, il y aurait eu autre chose. Je pense qu'il y aurait eu autre chose parce que on était des pestiférés. On a été vraiment bon. Il y avait des bombes agricoles qui nous explosaient pendant l'échauffement. Enfin, c'était Belle ambiance. plus qu'électrique, plus qu'électrique. Et donc il y a eu ce drame et cette union. Après, le comble, c'est qu'après il y a eu cette union où tous les joueurs de Bastia et nous, on s'est serré les coudes, on a aidé, on a fait ce qu'on a pu à soutenir tous ces blessés. À les aider moralement et puis ça a duré pendant plus de 4 heures. On est resté 4 heures, 5 heures jusqu'à 1 heure du matin sur le terrain pour faire évacuer tout le monde. Et c'est un drame, c'est un drame. Est-ce que après les joueurs ont été accompagnés psychologiquement pour gérer ça ou chacun a été laissé à gérer son trauma seul? Ouais, on n'a pas été accompagné, on a géré comme on a pu. Mais moi, pendant longtemps, j'ai eu des images qui me sont restées très fortes pendant longtemps. Pendant longtemps, je pensais chaque fois qu'on me parle, qu'un journaliste me disait quel est ton meilleur souvenir et quel est ton plus mauvais souvenir. Bon, ben je pouvais pas éviter la question et je parlais toujours de ce que j'ai vécu à Bastia comme une horreur et même dernièrement, bon, il y a 2 ans, il y a un film qui est sorti par une dame, Madame Mattei, qui a honoré tous ces morts et tous ces blessés en faisant un film. Et chacun a participé à ce film en ayant une vidéo. Et, et ce film, je l'ai vu, il est poignant et c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, on peut pas oublier. Ouais. Mais tu remarqueras qu'on n'a pas posé la question. Hein. Non, c'est vrai. On est meilleur que les autres. Ouais. Mais bon, pour en parler, ça fait partie d'une carrière. S'il y avait que du bon, c'est pas normal. Mais bon, le mauvais, on peut le voir différemment aussi. Ouais, pas comme ça. Pas comme ça. Il y en a qui ont le Ezel. Nous, on a Bastia. Voilà. Alors, cette saison à Marseille, c'est un peu folklorique, hein, parce que c'est Goethals qui officiellement, alors il y a Goethals et Tomislav Ivic, ensuite je crois que Tomislav Ivic est évincé. Et Goethals, je crois que c'est toi qui dis que en fait, il était juste là pour amuser la galerie, en fait. Ouais. Moi, c'était mon point de vue. Hein. Bon, ça a été beaucoup celui de collègues aussi. Hein. Bon, l'entraîneur, on sait très bien qui c'était. C'était Tapi. C'était lui qui faisait l'équipe. Et bien entendu, moi, à chaque fois que j'ai joué, je l'apprenais pas par mon entraîneur, je l'apprenais par Tapi. Tapi me convoquait, il m'appelait, il me disait Daniel, prépare-toi, demain tu joues. Voilà. Et c'est comme ça. Et puis bon, il faisait bien sentir qu'il y avait les titulaires et les remplaçants. On passait des fois des semaines à être sur le bas-côté. Voilà, il s'occupait que de son équipe. Et puis franchement, c'est Goethals ou c'est Tapi, pardon? non, c'est Goethals. Goethals, sur le plan de l'entraînement, il m'a rien appris. Hein. Tactiquement, c'est les joueurs qui se prenaient en main, les Casoni, les Moser, voilà. Ils disaient bon, on va jouer comme ça, la défense, on va faire de la défense de zone, voilà. Il n'y avait pas un travail spécifique à l'entraînement, il y avait que dalle. C'était bidon. Moi, c'était de l'autogestion, quoi. Voilà, c'est l'entraîneur qui m'a le moins procuré de plaisir à l'entraînement. Et je dis pas ça parce que je jouais pas, c'est parce que c'est convenu comme ça. Quand je suis venu, je savais que j'ai été le remplaçant de Jean-Pierre Papin. Oui, c'était la base. Voilà, je le savais, puis ça me convenait très bien. Comme je vous ai dit, j'avais mon genou qui batifolait, donc ça me convenait. Mais bon, quand tu entends parler de Raymond Goethals, tu te dis, tu vas apprendre quelque chose quand même, qui va te montrer vers quoi il veut aller. Eh ben non, moi excusez-moi, mais j'ai rien appris du tout de cette année. Alors peut-être qu'il était en fin de carrière et qu'il était fatigué, certainement.
Mais bon, j'ai connu beaucoup d'entraîneurs qui m'ont appris beaucoup plus de choses que Raymond Goethals. Ouais. Voilà. Et Marseille, à ce moment-là, c'est prêt à faire OM Valenciennes. Est-ce que vous, les joueurs, parce qu'on a eu vraiment un peu des deux, hein, on a eu pas mal de joueurs de cette époque-là, il y avait des suspicions, tout ça, mais il y avait des joueurs qui... Alors Bernard Pardo, par exemple, dit que pour lui, il y avait en tout cas à son époque, je crois que vous êtes croisés, je ne sais pas si vous étiez dans l'effectif au même moment. Non, on n'était pas ensemble. On n'était pas Est-ce que ensemble. vous avez des suspicions un peu qu'il y a des choses pas très claires qui se passent à ce moment-là? Vous savez, à Marseille, il y a toujours des choses pas trop claires qui se passent. Ouais. Bien entendu, on entendait ce qui se disait dans les médias, mais nous, personnellement, on n'a pas vécu de choses extraordinaires de ce côté-là. Hein. D'accord. Tous les matchs qu'on a gagnés, on les a gagnés sur le terrain. On était au-dessus de tout le monde, au-dessus de tout le monde. On était une équipe imbattable cette année-là. Les mecs, ils avaient perdu le match dans le couloir. Hein. Non, on était costaud dans toutes les lignes. On n'a pas eu besoin. Alors j'ai entendu à un moment donné, dans l'eau, les visiteurs, on leur mettait des produits en dormant. Enfin, c'est du bidon, tout ça. C'est beaucoup les journalistes qui ont... Parce qu'il y a eu des suspicions, bien entendu. Et il y en aura toujours. Mais moi, en tout cas, de l'intérieur, j'ai rien vécu d'anormal. C'est sûr que quand on passait entre les mains du docteur Duby, qui nous activait les surrénales, bon, on savait ce qu'il faisait, quoi. Bon, c'était pas interdit, c'était pas des produits dopants, non, mais bon, tous les moyens étaient réunis pour qu'on récupère le plus vite possible. Mais bon, il y a rien qui nous boostait, on n'a rien pris des amphétamines. Par contre, je sais, dans d'autres clubs, que ça existait. Que ce soit à Paris ou à Bordeaux, je peux vous dire que j'ai vu passer des produits dopants. Ouais. Quand tu étais à Paris, à ton époque, il y avait des produits dopants. Ouais, il y a eu quelques produits dopants qui ont circulé. Voilà, bon, je ne vous dirai pas les joueurs qui en ont pris. Non, bien sûr. Je sais que c'était monnaie courante. C'était monnaie courante. Je sais qu'il y a toute une... C'est documenté, hein, que l'équipe allemande de 82 était shootée jusqu'à la moelle, que l'équipe de 74 aussi, apparemment, il y a eu tout un documentaire de la télé allemande. Est-ce que c'était fourni par le club ou c'était les joueurs qui se faisaient leur propre petit trafic à Paris? Non, c'était... je pense que c'était fourni par le club, que c'était le docteur du club. C'était le docteur du club qui pouvait te filer quelque chose qui te fasse courir plus longtemps, plus vite. Voilà, ça je l'ai vécu. J'ai vécu, mais moi j'ai jamais été fan de ces produits et j'en voulais pas parce que je sais que le mal que ça a fait dans le cyclisme. Non, j'ai jamais goûté à ces produits et je m'en garde bien. Hein. Ça doit exister dans beaucoup de clubs, mais en tout cas, moi personnellement, à part à Paris, je l'ai vécu nulle part. Mais jamais un docteur, à part à Paris, m'a proposé un produit pour vite éliminer. Pour améliorer tes compétences. Et du coup, quand l'affaire OMVA explose 2 ans plus tard, toi, tu as déjà pris ta carrière. Est-ce que tu es surpris par l'histoire? Je suis surpris parce que je pense qu'il n'y avait pas besoin de... Il n'y avait pas besoin de cela. Mais connaissant Tapi, il voulait simplifier les choses pour tout le monde. Il voulait pas que les joueurs perdent de l'énergie. Donc, bon, voilà, c'est pas des produits dopants. C'était dire à un joueur, bon, je te donne un petit peu de sous et puis tu fais le mort. Bon, c'est pas intelligent, mais il n'y avait pas besoin de ça. Il y avait une équipe, Marseille a tout cassé. Voilà, bon, ben, pour gagner un match, tu n'avais pas besoin de faire ça. Mais je sais pas, c'est l'environnement. L'expérience européenne aussi que peut-être Tapi a vécu à travers les matchs précédents, en 91, tout ça, le truc avec les arbitres. Voilà, à l'époque, Marseille dominait tous les débats et Tapi, il voulait rendre les choses plus faciles à tout le monde. Donc, il avait une position forte et il emmenait tout le monde un peu, voilà. Bah, c'est pas quand on dit c'est Tapi qui a proposé. Bon, il y avait Bernès, le pauvre aussi, qui en a subi les conséquences. Hein. Je sais que c'est pas des mecs au fond mauvais, mais ils ont failli, et c'est bien triste pour le football. Comme je vous dis, l'OM avait pas besoin de ça pour gagner tous les matchs. C'était les plus forts, mais de loin. Voilà. C'est ce qui me désole le plus. Bon, mais bien entendu, ça a existé puisque ça a été prouvé.
Mais moi, en tout cas, quand j'étais à Marseille, on n'a pas acheté un match. Il n'y a pas eu de match acheté. Et il y a eu beaucoup de matchs faciles pour nous parce que l'équipe était trop supérieure. Voilà. D'accord. Non, non, merci de ta transparence. Et c'est marrant parce que tu passes une seule année à Marseille, alors ensuite tu as Toulon, mais tu es encore impliqué avec l'association des anciens de l'OM, hein, c'est ça? Oui, j'étais, tant que je pouvais jouer au football, j'ai été président des anciens de Marseille pendant une dizaine d'années. Mon plaisir, c'était d'organiser des matchs. Derrière, il faut que je vous dise que j'ai repris le flambeau de Jean-Philippe Durand. Et Jean-Philippe Durand qui a créé l'OM Star Club. Et à la fin de sa carrière, il a eu un poste au club de Marseille. Pardon. Il n'est pas à Stuttgart maintenant comme recruteur, ou je ne sais plus. Francfort. Peut-être. Francfort, pardon, ouais. Jean-Philippe Durand a eu un poste de recruteur au sein de l'Olympique de Marseille pendant quelques années. Et le club lui demandait de créer une équipe d'anciens. Et donc, il a créé une association, l'OM Star Club. Cette OM Star Club, au fil des années, s'est créée en 95, 96, 97, 98. On a eu vachement de demandes, des clubs qui organisaient leur centenaire, vraiment, et donc on arrivait à faire des équipes de folie. On faisait venir Chris Waddle, Jean-Pierre Papin, il y avait Basile, il y avait Dimeco, il y avait plein de joueurs des anciens, toutes générations confondues, qui participaient à des matchs d'exhibition, et ça on l'a fait pendant une quinzaine d'années. Tant qu'on a pu jouer au football, et puis qu'entre notre génération, je parle de la mienne, puisqu'on était la dernière, les Amoros, les Bruno Germain, voilà, on peut plus jouer au football parce que on est trop vieux, on a les genoux qui flageolent. Donc l'OM Star Club n'est pas mort parce que il existe toujours, mais on peut plus participer à des matchs d'exhibition. Donc c'est un sommeil, on dira c'est un sommeil, mais de temps à autre, il y a une équipe qui se crée ponctuellement pour faire un match contre les anciennes Barcelone. Moi, voilà. Je suis dispo en tout cas, hein, Daniel. Hein, si vous cherchez quelqu'un, je suis là. Hein. Ouais, ça sera le plus mauvais de l'équipe, donc il faut vraiment le mettre à couper les citrons, mais oui, si vous avez besoin de quelqu'un pour couper les citrons, Michel est là à la mi-temps s'il y a besoin de. Avec plaisir, je fais ça très bien. Dada pendant une dizaine d'années à constituer des équipes, c'était un plaisir. Je faisais ça avec un membre du club qui s'appelle Thierry Agnello, qui s'occupait de l'OM TV et qui m'a accompagné et on a fait des voyages extraordinaires. On est allé à La Réunion, on est allé à l'île Maurice, on est allé aux Antilles, on a fait plusieurs pays africains, mais vraiment des voyages exceptionnels. On arrivait au soleil, à faire... j'ai pas l'impression qu'il y avait beaucoup de voyages dans les pays de l'Est, c'est bizarre. Ou en Norvège. De l'Est, on a laissé ça pour les autres. Nous concentrés sur des actions un peu plus agréables. Et c'est vrai qu'on s'est régalé. Voilà, on s'est régalé. Puis c'était le fait de se retrouver. On s'est recôtoyés. Donc, et quand je croise les Frédéric Merlieux, les Patrice Hérault, comme je vous dis, toutes les Basile, les Bernard Casoni, tout ça, quand on parle de ce qu'on a fait comme voyage, on faisait 12-13 matchs par an. Quand même, on arrivait à faire 12-13 matchs par an et une tournée, voilà, pour finir le tout. Mais est-ce que justement, toi, tu as fait donc ton club initial de cœur, c'était Saint-Étienne. Après, tu as joué à Lyon, Lens, Paris, Montpellier, Marseille. C'est quoi ton club de cœur au final? C'est quoi celui quand tu vois un match c'est rigolo parce que c'est vrai que Marseille, c'est devenu mon club fétiche puisque je suis à côté. Je suis toujours reçu là-bas comme un prince. On est toujours bien reçu à la table des légendes. Mais Lyon, j'oublie pas que Lyon a été mon club formateur. J'oublie pas aussi mes années passées à Lens qui ont été merveilleuses. J'oublie pas mon petit passage à Paris où vraiment ma femme s'est régalée. Une grande ville et t'as tout à portée de main.
Montpellier, ça a été le retour vers le soleil. Donc Marseille, n'en parlons pas. C'est mes amis qui m'ont retrouvé, mes amis d'enfance. Bon, je mettrai un petit bémol sur Toulon parce que Toulon, ça s'est pas fini glorieusement. Que le club a déposé le bilan. C'est dommage parce qu'on avait une petite équipe sympa. Et quand on a déposé le bilan, on était au milieu du tableau. Voilà. Et on a été payé pendant 4 mois. Puis après, ça a été le chômage. Voilà. Comme c'était prévu initialement parce que à l'époque, la DNCG avait donné l'autorisation à Toulon de poursuivre. Et 4 mois après, elle a déposé le bilan. Donc, la DNCG a sa part de responsabilité aussi. Voilà, ça a été pour moi, disons que Toulon, ça a été le côté négatif de ma carrière. Voilà, le mauvais choix. Je dirais le mauvais choix dans le sens, attention, je me suis fait des bonnes relations, hein, les Luigi Alfano, tout ça, ce sont des mecs exceptionnels. Mais le club était en dérive complète. Voilà, ouais, c'est un club un peu moribond. Hein. Tu rejoins un club moribond et qui est mort 4 mois plus tard. Voilà. Merci Daniel. Juste dernière petite question. Beaucoup. Complètement improbable. Tu as rencontré Bernard Minet à Paris, c'est ça? Oui, Bernard Minet, il a donné. Quand on était à Paris, on était un petit peu impliqués sur beaucoup de choses. Et puis Bernard Minet et sa troupe, je me rappelle comment ça s'est produit, a fait appel à ma fille parce qu'un jour ils ont eu un absent qui chantait une chanson avec Bernard Minet et au pied levé. Dis-moi Bioman, un grand classique. Ah ouais, dis-moi Bioman. Et c'est peut-être Framboisier, ouais, qui était pas là. Ma fille a remplacé l'absent. Elle est allée sur les plateaux télé quelques fois et voilà. Donc je l'ai retrouvé il y a pas longtemps, Bernard Minet, en allant en Corse. Je suis tombé sur lui dans l'avion. On a blagué, on a évoqué les bons moments passés à Paris parce que c'était un fervent supporter de Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est un bon mec. C'est des bonnes. Comme je vous dis, à Paris, on fait des connaissances fabuleuses. Est-ce que c'était la connaissance la plus improbable que tu as faite lors de ton passage à Paris? Ah, certainement. Jamais, moi, mes enfants, ils regardaient Dorothée 5 heures le mercredi, là, de temps en temps. Et quand j'étais à côté d'eux, je voyais toute cette troupe s'animer. Et quand j'ai vu ma fille participer à ces émissions, après, ça m'a fait drôle. Comme tu dis, c'était improbable, mais en même temps, ça a été jouissif parce que bon, tu côtoies un milieu auquel jamais tu aurais pu imaginer t'approcher, quoi. Ouais. Voilà. Disons que, à mon avis, ta plus grande peur, c'est qu'il y ait eu un truc entre ta fille et Bernard Minet. Je pense que ce que tu voulais à tout prix éviter, c'est que ta fille se mette avec Bernard Minet, parce que là, je pense que ça aurait été quand même hyper improbable. Ça aurait été improbable, plus qu'improbable. Hein. Bernard Minet pourrait être le grand-père de ma fille. Il fallait mieux l'éviter. Ouais. Pas des cons non plus. Hein. Mais juste fun fact, hein, les Musclés, c'était le groupe préféré de Guillaume pendant des années, jusqu'à tes 25 ans, ensemble. Ouais, bien sûr, surtout la merguez party. Ouais. Exactement. Ouais. Et c'était ce qu'on attendait le mercredi. Les enfants, ils attendaient ça impatiemment. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de choses à la télé. Maintenant, il y a le choix. Hein, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement le choix. C'est comme ça. C'est sûr. Est-ce que du coup, ta fille a persévéré dans le showbiz ou pas du tout? Pas du tout. Alors, pas du tout. Non. Elle est tombée amoureuse d'un Corse et elle est toujours en Corse. Elle vit en Corse. Et t'as pas été surpris que tu retrouves Bernard Minet dans l'avion en Corse, justement? Ben non, mais parce que bon, c'est une destination qui est courue. Ouais. Voilà, très courue. Bon, moi, j'y vais chaque année depuis 30 ans. Donc, il fallait bien que Georges tombe. C'est clair. Sur quelqu'un, sur Bernard Minet. Ouais. Voilà. Alors, Daniel, merci beaucoup. On va passer aux 5 dernières minutes, question mitraillette. Le meilleur joueur avec lequel tu as joué? Serge Chiesa. D'accord. Le plus gros joueur, celui qui a le plus d'embonpoint et qui aurait dû faire attention à son poids. Oh purée, alors le plus gros joueur avec qui j'ai joué, non, j'en vois pas. Ils avaient tous la ligne. Hein, Oh là là, qu'est-ce que c'est gentil. Bruno Germain, non? À un moment, il s'était pas un peu laissé aller en revenant de vacances? Pas du tout. Ils ont tous la ligne, non, des footballeurs. D'accord.
Écoute, Daniel, merci beaucoup. En tout cas, tu nous as consacré énormément de ton temps. Je vérifie juste mes petites fiches pour être certain que j'ai rien oublié parce qu'on avait tellement de questions à te poser. Alors oui, dernière question. L'entraîneur qui t'a le plus marqué? Je dirais Gérard Roulier et Ivic. Et Ivic, d'accord. Ouais, les deux. D'accord. Ouais, Okay. parce que c'était des entraîneurs innovants et j'ai vraiment, sur le plan tactique, j'ai appris vraiment quelque chose de ces deux entraîneurs. Je dis pas que pour les autres, j'ai rien appris, mais c'est ceux qui m'ont le plus marqué. D'accord. Et dernière question, elle est pas facile. Quel est le legacy de Daniel Xuereb? Maintenant, si tu veux qu'on se souvienne de toi, quel est l'héritage que tu laisses au foot? C'est compliqué comme question. Quelqu'un d'honnête, voilà. Un joueur qui avait l'esprit d'équipe et avant tout, quelqu'un de honnête. Voilà, c'est tout. D'accord. Un bon joueur honnête et sympathique. D'accord. Ouais, Guillaume? Ouais, et quel est le geste technique que tu n'as jamais réussi à maîtriser? Il y en a plein. D'accord. Fallait tous les énumérer. Je sais pas. Celui que je faisais jamais, par exemple, c'est comment ça s'appelle? Celui où on fait passer le ballon par-dessus là. L'arc-en-ciel. Ouais, l'arc-en-ciel. Voilà, La roulette ou la roulette. Arc-en-ciel, je crois que c'est en anglais, la roulette, ouais. Bon, j'ai jamais trop essayé de l'effectuer en match, mais bon. Après, moi, c'était plutôt des feintes de corps. Voilà, c'est des crochets, des petits crochets à droite, à gauche, surtout avec le corps et la vitesse. Donc, les gestes techniques, c'est les Neymar c'est à Neymar qu'il faut poser la question. Écoute, on essaie de le joindre, hein, mais il est difficile à joindre. Merci Daniel. Guillaume, à moins que tu aies une dernière question. Non, c'est bon. Non, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup, Daniel. C'était incroyable. Vraiment super. On a pris énormément de ton temps. Je ne sais pas si tu t'attendais à passer autant de temps avec nous. En tout cas, merci de ta disponibilité. Je te tiendrai au courant quand les épisodes vont sortir. Merci Daniel, merci vraiment. Beaucoup. Et à très, très, très bientôt. Hein. Merci Allez, beaucoup. Tu veux. Ciao. Merci. Bye merci bye. beaucoup. Ciao. Au revoir. C'est la fin de ce deuxième volet de notre série consacrée aux champions olympiques, Daniel Xuereb. Monsieur, on espère que vous avez aimé ces épisodes autant que nous. Pour vous faire patienter jusqu'à la semaine prochaine, je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.lepodcastdeslégendes où vous trouverez des vidéos, des extraits, des articles, notamment ceux de Johan Sonek qui reprennent des passages du podcast des légendes, mais aussi avec des informations étonnantes, des articles qui, je pense, vous passionneront autant que nous. Vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram ou encore YouTube pour continuer l'expérience du podcast des légendes. Merci à toutes et à tous de votre fidélité au podcast des légendes. On se retrouve la semaine prochaine.